Et oui, bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses à parler parce qu'en septembre, il va y avoir de l'action sur les marchés et on va aller voir ensemble quelques dates importantes à surveiller. Aussi, bien sûr, on va faire une analyse du prix du Bitcoin, du prix des crypto-monnaies, du dollar, du marché des actions, du marché de la dette, pour avoir une perspective globale de ce qui se passe en ce moment dans le monde et on va faire des liens avec tout ça. Et à la fin de la vidéo, je vais vous raconter une petite histoire sur une recherche que j'ai faite dernièrement pour comprendre comment le monde fonctionne, pour par la suite être un meilleur investisseur et comprendre comment les choses se font. Donc je vous recommande d'écouter la vidéo du début à la fin. N'oubliez pas de mettre un like, je veux voir plusieurs likes sur cette vidéo, des commentaires, parce que j'aime vous lire et aussi n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes un spectateur régulier de la chaîne, abonnez-vous parce que ça aide à supporter mon travail et pour le référencement. Donc, ceci étant dit, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Donc, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Maintenant que c'est dit, commençons la vidéo. Ah oui, et un autre point important que je voulais vous parler, il y a de plus en plus de fraudeurs dans les commentaires qui vont vous envoyer des numéros WhatsApp en faisant semblant d'être moi. Donc, ne répondez pas à ces gens-là. Si je vous réponds sur YouTube dans un commentaire, mon nom va être entouré de noir. Donc vraiment, faites attention à ça, ne donnez pas votre argent à personne. Aussi, mon groupe Patreon, si vous voulez avoir le lien, il est dans la description du bas de la vidéo, parce que là, j'ai vu qu'il y a un fraudeur, ou plusieurs fraudeurs qui ont créé des faux comptes Patreon. Imaginez-vous ça. Ces gens-là sont pas mieux que Jérôme Powell et la Fed. Autant que la Fed nous vole à haut niveau, ces gens-là essaient de nous voler pour quelques dizaines de dollars. Et tant qu'à être sur mon Patreon, plusieurs gens me demandent qu'est-ce qu'il y a sur le Patreon. Ben, je vous montre ça ici. Je vous dis exactement quand est-ce que j'achète des crypto-monnaies, comme on voit juste ici. On a des rapports, des capsules éducatives, par exemple, sur comment acheter des terrains sur The Sandbox. Si on descend, bon, je vous donnais le mois de septembre gratuit aux gens qui s'étaient abonnés au mois d'août. On a la chance d'entrer dans des private sales sur certains projets, comme on a vu ici le 26 août. Je vous demande des questions pour les prochains rapports. Je vous rappelle que le prochain rapport va sortir. On va parler des mineurs de crypto-monnaies et des projets qui donnent du real yield, donc qui ont des vrais revenus, des projets vraiment intéressants à suivre. On a la Tichia Bonaventure, Chantal Lang qui m'aide dans les rapports aussi pour donner du contenu additionnel. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez voir ça. Maintenant, retournons sur la charte du Bitcoin. On voit le Bitcoin qui vient de briser à la baisse son drapeau baissier. La question, c'est est-ce qu'on va aller chercher la cible technique de ce drapeau baissier qui serait entre 14 000 et 10 000 $. Qu'est-ce qui pourrait faire vraiment peur à plusieurs investisseurs en ce moment, malgré que la plupart des mains faibles sont parties en ce moment. Donc, si vous voulez mon opinion, depuis les dernières semaines, je suis plus en phase avec le marché. Je vous ai parlé de la correction qu'il allait avoir ici au mois de juin. Je vous ai parlé que le marché allait se trader de côté par la suite. C'est pas mal ça qu'on a vu. Là, la question, c'est est-ce qu'on va avoir une autre jambe baissière ou on va rester dans notre range qu'on connaît ici, entre les 17 et 24 000 $. Bon, si j'avais à parier, je serais pas surpris qu'on descende juste ici à la ligne que vous voyez, autour des 16 500 $. Mais contrairement à tout ce qu'on voit sur les médias sociaux, je serais plutôt surpris qu'on aille descendre autour des 10 000 $, parce que la plupart des gens sur les médias sociaux pensent qu'on va aller rechercher entre 10 000 et 14 000 $. Qui est la zone qu'on voit juste ici. En fait, si ça arrive, c'est un moment d'achat générationnel selon moi, mais je ne pense pas que ça va arriver parce que le sentiment qu'on voit sur les médias sociaux, on voit beaucoup de gens qui sont émotifs et qui tiennent absolument à ce que le Bitcoin aille entre 10 000 et 14 000 $, et les gens ont le même sentiment que ce qu'on voyait lorsque le Bitcoin était autour des 60 000 $. On parlait de 100 000 $. Là, il y avait de l'euphorie. Les gens parlaient de 100 000 $ comme quoi c'était sûr. Et là, en ce moment, les gens parlent de 10 000 $ comme quoi c'est sûr que ça va arriver, ou 14 000 $, c'est sûr que ça va arriver. Donc, de mon côté, quand je vois des gens qui sont sûrs comme ça, et qui sont pas humbles avec le marché, mais ça me dit que potentiellement, on n'ira pas dans ces zones-là. Mais encore une fois, je peux me tromper. Et de toute façon, l'empereur mondial de la finance, Jérôme Powell, la Fed, la Banque centrale américaine, c'est eux qui vont décider qu'est-ce qui va se passer, et on va en parler dans quelques minutes dans la vidéo. Mais bon, je vous amène sur une réflexion peut-être un peu plus large ici. Regardez-moi ça. On a un Bitcoin qui est dans des prix qu'on a vus en 2017. Donc, on a un Bitcoin qui en ce moment se transige à des prix qu'on a vus il y a 5 ans. Et depuis 5 ans, on sait qu'il y a une adoption massive. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent le Bitcoin. On en parle partout. Les institutions sont rentrées. BlackRock sont rentrés avec leurs clients institutionnels.
depuis quelques semaines. Et là, on a la chance d'avoir un Bitcoin au même prix qu'on a vu il y a 5 ans. Oui, c'est sûr, c'était le pic d'une bulle, mais quand même, il faut considérer ça. Et c'est pour ça que moi, je continue d'accumuler tranquillement des positions sur des crypto-monnaies parce qu'en ce moment, je pense qu'on a des bons moments d'achat. Et bien sûr, je me garde toujours des dollars de côté parce que si ça baisse dans des zones incroyables, comme on a parlé, les 10 000 dollars, si ça arrive vraiment, ben là, je vais en acheter et je vais injecter du nouveau capital dans les crypto-monnaies, ça c'est certain. Mais allons voir certaines chartes intéressantes ensemble. On voit ici la dominance des stablecoins, donc les stablecoins que vous connaissez, USDT, USDC, le DAI, le BUSD. En fait, il n'y a pas le DAI, il y a le BUSD. On voit ici qu'à chaque fois que la dominance des stablecoins vient toucher la ligne verte de tendance, c'est généralement des bons moments d'achat sur les crypto-monnaies. Parce qu'on sait que la masse monétaire de stablecoins n'arrête pas d'augmenter, donc c'est normal qu'on ait une tendance haussière. Et là, en ce moment, on se dirige pour toucher de nouveau cette ligne de tendance-ci. Donc encore une fois, potentiellement, qu'on est dans des bons moments d'accumulation sur les crypto-monnaies. Et je pense encore une fois que le marché peut rester dans ce range-là encore quelques semaines. Donc merci à Will Clemente pour cette charte-ci. Maintenant, allons voir une prochaine charte. On le sait qu'en ce moment, on est dans une année d'élections midterm aux États-Unis. Et comme d'habitude, les politiciens aiment bien utiliser la finance à leur avantage, et on le sait que les gens ont la mémoire courte. Donc là, les élections sont en début novembre, et regardez à quoi ressemble habituellement une année normale pour le SP500, qu'on voit la ligne noire ici, versus une année où est-ce qu'on a des élections midterm, qui sont toujours en novembre. Je vous ai déjà présenté ce graphique-ci, mais j'aimerais faire un parallèle à ce qu'on voit avec le Bitcoin en ce moment, qu'on voit la ligne bleue ici, qui est le rendement du S&P 500 sur une année que des élections midterm depuis 1931, c'est ça la moyenne que ça donne. Et là, vous voyez, généralement, de juin à septembre, on a un bear flag qui brise vers le bas en septembre, et puis, à partir d'octobre, le marché se met à monter en ligne droite très rapidement. Donc, si on regarde la charte du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Un bear flag depuis le mois de juin. On vient de briser vers le bas début septembre. Et quelle pourrait être la suite? Ben ça, rendez-vous au prochain épisode dans les prochaines semaines, mais ça serait pas surprenant qu'on voit ce genre de charte-là, où est-ce qu'à partir de octobre, les marchés recommencent à monter et que Joe Biden prenne le crédit de tout ça. Donc, sur le Bitcoin, pour ma part, je continue de tranquillement accumuler des positions, mais par contre, si vous accumulez des positions, vous devez être conscient de quelque chose. Vous devez être conscient que le marché peut aller plus bas. Donc, s'il vous plaît, transigez avec de l'argent que vous n'avez pas de besoin maintenant. Parce que qu'est-ce qu'ils font, les gros joueurs? C'est qu'ils mettent le temps avec eux, le temps dans leur dos. Comme vous savez, si vous roulez en vélo, que vous avez le vent dans la face, ça va moins vite que si vous avez le vent dans le dos. Mais les gros joueurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent la pression sur les petits investisseurs comme vous et moi en faisant des corrections comme ça, violentes. Où est-ce que les gens se retrouvent en dessous de l'eau et après ça, font des ranges où est-ce que les cryptos ou les actions se transigent de côté. Et là, les petits investisseurs viennent qu'à vendre parce qu'ils ont besoin de cet argent-là ou des trucs comme ça. Donc, la stratégie que je vous propose, c'est laissons les gros joueurs jouer leur jeu et nous, on va jouer notre jeu. On va accumuler des positions comme les baleines et on va faire des rendements comme les baleines. Donc, de mon côté, c'est ça que je fais en ce moment. Avec le contexte macroéconomique qu'on va aller voir dans les prochaines minutes, on va comprendre que le range pourra durer encore quelques semaines, mais qu'il y a des choses qui vont se passer quand même pour le mois de septembre. Donc, voici des dates importantes à garder sur votre calendrier si vous aimez regarder le marché, comprendre ce qui se passe. En septembre, le 13 septembre, on a les données sur l'inflation aux États-Unis. On sait que si les données sur l'inflation sont bonnes et qu'on voit l'inflation descendre temporairement, du moins pour le mois de septembre, ça peut être bon pour les marchés, mais en même temps, le vrai moment de décision va être le 21 septembre. Et c'est sûr que si on voit l'inflation descendre, ça peut faire en sorte que la Fed monte moins rapidement ses taux d'intérêt. Et la prochaine décision de la Fed, c'est le 21 septembre sur la hausse des taux d'intérêt. On y revient dans 2 minutes. J'aimerais qu'on parle le 13 ou le 14 septembre. Le merge a été accéléré. Ça va être le moment où Ethereum va devenir Proof of Stake. On en a parlé dans les vidéos précédentes. Quelles sont les actions à faire selon moi? Ben, si vous voulez transiger votre Ethereum Proof of Work que vous allez recevoir gratuitement, ben, envoyez maintenant vos Ethereum sur un exchange dont vous faites confiance et vous allez pouvoir vendre votre Ethereum Proof of Work sur cet exchange-là facilement. Ou si vous désirez garder vos Ethereum dans un portefeuille privé, ben, ne faites absolument rien. C'est ma recommandation parce que
On sait pas exactement comment le merge va se passer sur Ethereum. Si le merge se passe très bien, probablement encore une fois qu'on va assister quand même à un sell de news, qu'on risque de voir le prix d'Ethereum descendre après le merge. Parce qu'on se rappelle aussi que le 12 septembre, on a les options sur le CME, comme par hasard, qui sortent sur Ethereum. Et si le merge se passe très mal et qu'il y a des bugs, mais on risque de voir quand même le prix d'Ethereum s'effondrer. Donc, il n'y a rien de sûr en ce moment. Donc, gardez ça en tête. Aussi, le 15 septembre, on a la date limite pour les réclamations de MTGOX, donc l'exchange qui s'était fait hacker en 2014, si je me souviens bien. Mais là, il va y avoir environ 250 000 bitcoins qui vont être mis aux investisseurs de MTGOX qui étaient pris. Donc, ces investisseurs-là ont été forcés de garder leur Ethereum pendant plus de 7 ou 8 ans. Donc, ils ont des gains massifs. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que normalement, Mt. Gox va libérer les bitcoins graduellement pour pas causer un crash du prix du bitcoin. Mais on se rappelle qu'en 2018, le syndic de faillite de MTGOX vendait des bitcoins à des points stratégiques pour faire crasher le marché en faisant des ordres marchés sur les exchanges. Donc, encore une fois, il n'y a rien de sûr dans tous ces trucs-là. Le 21 septembre, bon, la rencontre de la Fed sur les taux d'intérêt. Et le 22 septembre, on a Cardano, qui est une des plus grosses plateformes de contrats intelligents, qui va avoir un hard fork, qui va apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités sur Cardano. On se rappelle qu'il y a plus de 1000 applications qui se bâtissent actuellement sur Cardano. Donc ça aussi, ça va être intéressant de suivre ça. Et on se rappelle que Cardano est une des crypto-monnaies que j'ai dans mon portfolio. Et si vous voulez voir le contenu de mon portfolio, je vous invite à aller voir sur mon groupe Patreon. Maintenant, parlons du marché des actions, du marché de la dette, de la Fed, du dollar américain. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici sur le marché des actions? Ben, comme je vous avais parlé, la résistance qu'on a vue au début du mois d'août a fait résistance au marché. Mais ce qu'il faut se souvenir à travers tout ça, c'est que les livres d'école, les earnings des entreprises, les dettes, les bilans financiers, ben, ça sert plus à rien. Lancez tous vos livres d'école à la poubelle. La seule chose qui compte dans le marché actuellement, si vous voulez être le meilleur économiste au monde, c'est de regarder ce que l'homme le plus puissant du monde, Jérôme Powell, l'empereur mondial de la finance, va dire à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, qu'il y a des mots qui sortent de sa bouche, ben ça fait bouger le marché. Il n'y a aucun libre marché, c'est complètement ridicule. Et là, depuis que Jérôme Powell, à Jackson Hole, que je vous avais prévenu le 26 août, il allait avoir une conférence, a parlé, a ouvert sa bouche pour dire des mots, mais comme on voit juste ici, le marché s'est effondré de plus de 7%. Pourquoi? Parce que Jérôme Powell a dit que il fallait combattre l'inflation, ramener l'inflation à 2%, l'inflation qu'ils ont eux-mêmes causée par l'impression monétaire, mais ça, ils vont jamais l'admettre. Et on se rappelle que une des cibles, des seuls mandats de la Fed, c'est de contrôler l'inflation et d'arriver à leur cible de 2%. Ce qui ont royalement échoué parce que l'inflation a pratiquement fait x5 à leur cible, même s'ils ont plus de 400 personnes qui ont des doctorats et des milliers de personnes qui travaillent pour la Fed, ils ont réussi à échouer leur seul mandat pratiquement. Et là, vous pensez que 2% par année, c'est bon, mais c'est de la merde, 2% par année. Ça veut dire qu'à chaque année, on perd 2% de notre pouvoir d'achat sur notre devise. Et c'est le but d'une banque centrale. Donc, c'est quoi la suite des choses? Bon, c'est que plus les nouvelles sont mauvaises pour l'économie réelle, comme on a parlé dans la vidéo avec Chantal Lang la semaine passée, plus le marché va monter. Pourquoi? C'est complètement contre-intuitif. C'est parce que plus les nouvelles sont mauvaises, comme on a vu les nouvelles du chômage qui ont monté aux États-Unis, c'est mauvais pour l'économie réelle, mais ça veut dire qu'il y a de moins en moins de chances que la Fed continue de monter les taux d'intérêt ou continue de vendre des actifs sur son bilan. Donc, plus ça va mal dans la vie réelle, plus les actions vont bien aller et vice-versa. Faut se rappeler de ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du dollar? Ben, on voit le dollar ici qui continue sa montée parabolique. Donc, le dollar américain qui est une devise fiduciaire qui perd de la valeur à chaque année, prend de la valeur par rapport aux autres devises comme l'euro et le yen. Donc, c'est ça ici qu'on voit le DXY, le dollar index. Et là, on vient de briser à la hausse une résistance quand même importante. Une ligne de tendance là, qui était là depuis quand même pratiquement 30 ans. Donc, est-ce qu'on va aller plus haut? On va aller chercher les 120 sur le dollar index, les 150? Ou la divergence qu'on voit qui est en train de se jouer ici, la divergence baissière, va faire son effet et on va voir le dollar index descendre. Ce qui aiderait beaucoup la situation dans plusieurs pays là, d'avoir un dollar moins fort. Mais ça, est-ce que ça va arriver? On va le voir dans les prochaines semaines. Aussi, qu'est-ce qui se passe? Les taux d'intérêt 10 ans, le marché de la dette est vraiment
instable en ce moment. Là, on voit qu'on monte rapidement au niveau du marché de la dette. Si on continue de monter comme ça regarde vraiment mal pour la suite des choses. Mais aussi, sur les taux d'intérêt 10 ans, on a une divergence baissière qu'on voit ici, un RSI qui descend alors que le taux d'intérêt 10 ans fait des hauts plus hauts. Mais bon, la question revient toujours à est-ce que la Fed va recommencer à imprimer de l'argent ou non? J'ai rien d'autre à vous dire que ça parce que c'est la réalité. Il n'y a plus vraiment de libre marché parce que le marché de la dette qu'on voit ici, c'est le plus gros de tous les marchés. Le marché des actions que je vous présente juste ici est un dérivé du marché de la dette. Donc, plus il y a d'argent en dette en circulation, plus on peut acheter des actions pour faire pomper le marché. Et moins qu'il y a d'argent en dette en circulation, plus il y a de chances qu'on voit le marché corriger comme en ce moment. Et là, on voit des nouveaux mécanismes pour pomper de l'argent dans le système qui commencent à émerger. Comme nous a souligné Arthur Hayes dans un de ses posts sur Telegram, c'est que la Fed ne peut pas racheter ses propres bons du trésor. Et là, vous vous souvenez ici là, des reverse repo où est-ce qu'on retire de la liquidité du système à chaque jour de façon temporaire. Là, on est rendu à plus de 2173 milliards de dollars par jour qui est retiré à chaque nuit par la Fed du système monétaire pour pas que l'inflation ait un effet trop grand. Ben là, on a le retour des repos qui risque d'arriver, qui va être l'effet complètement inverse. Donc que les banques pourraient racheter des bons du trésor, les revendre à la Fed de façon temporaire. Donc on voit ça en septembre. Si on voit de nouveau des repos, les repurchase agreements, là, qui commencent à monter de nouveau, ça veut dire que on est sur le bord d'avoir ce qu'on appelle un credit freeze, donc il n'y a plus aucune liquidité dans le marché et on va être obligé de ressortir les repos. Donc je vais surveiller ça pour vous, je vais vous en parler dans les prochaines vidéos. Si ça arrive, qu'on est obligé de recommencer les repos pour stabiliser le marché de la dette, mais ça veut dire que tout va exploser à la hausse, le marché des actions, les crypto-monnaies. Donc, de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. Et où est-ce qu'on peut trouver ces données-là? Ben, c'est directement sur le site web de la Fed. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'important, de comment le monde fonctionne en ce moment et comment ça peut nous aider à réfléchir d'une perspective économique, géopolitique de tout ce qui se passe. Donc, gardez l'esprit ouvert. On va aller voir les recherches de Immanuel Wallerstein. C'est un des guerriers qui m'a écrit ça dans les commentaires d'une vidéo YouTube. Par la suite, j'ai été voir les travaux d'Immanuel Wallerstein et vraiment, ça vaut la peine que je vous en parle. Prenons 3 minutes pour en parler et votre vision sur le monde risque d'être plus claire. Ça va vous faire comprendre pourquoi il y a autant d'inégalités, pourquoi il y a la faim dans le monde, pourquoi il y a des pays ultra pauvres alors qu'ils ont plusieurs ressources naturelles et qu'il y a quelques pays qui prospèrent et c'est toujours les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique? C'est qu'il y a 3 types de pays dans le monde. Il y a les pays core, que ça, c'est les pays riches. On parle des États-Unis, le Canada, l'Europe, en fait, l'ouest de l'Europe, l'Australie. On pourrait aussi parler de la Chine. Ça, c'est les pays qui dominent le monde. On a des pays de semi-périphérie et les pays de périphérie. Et là, vous les voyez sur la map ici. On voit les pays de périphérie qui sont en vert. Donc, ces pays-là, c'est les pays qui ont des ressources naturelles. Des pays très pauvres qui ont de la main-d'œuvre vraiment pas chère. Donc, les matières premières sont achetées par les pays core des pays de périphérie, puis s'en vont vers des pays de semi-périphérie pour être transformés, et puis ces produits-là sont revendus dans les pays core qui sont plus riches, et ces mêmes produits-là qui sont transformés, coûtent beaucoup plus cher. Par exemple, si vous commencez avec des produits pour faire un réfrigérateur d'un produit de périphérie, qui est transformé et devient un réfrigérateur, vous pouvez le vendre beaucoup plus cher à ces pays-là. Et finalement, c'est une relation parasitaire. Je sais pas si vous comprenez où est-ce que je veux m'en venir. C'est comme dans le film Hunger Games où est-ce qu'on avait le Capitole qui était au milieu et on avait 10 comtés. Il y avait un comté où est-ce qu'on allait chercher la nourriture, un comté où est-ce qu'on allait chercher le bois, un autre où c'était plus industriel. Et tout revient au Capitole et les pays autour restent pauvres. Et c'est fait comme ça. C'est 100% fait comme ça. C'est fait pour que les pays de périphérie restent pauvres et que les pays riches en profitent. Et comment est-ce que les pays riches réussissent à dominer les pays de périphérie et semi-périphérie? Il y a de 3 façons que Immanuel Wallerstein nous explique dans son document ici. C'est que la première façon, c'est tout ce qui est l'aide financière à un pays, l'aide militaire, l'aide par la nourriture. À chaque fois qu'un pays riche vient donner de l'aide à un pays de périphérie, particulièrement l'aide financière qui est une arme merveilleuse, surtout par le Fonds monétaire international, c'est pas de l'argent qui est donné au pays, c'est de l'argent qui est prêté au pays,
Et généralement, lorsque le Fonds monétaire international, le FMI, qui est une organisation internationale contrôlée par un groupe de personnes, ben, on leur prête de l'argent qu'on va être sûr qu'ils seront jamais capables de rembourser. Et en échange, qu'est-ce qu'on leur demande? Ben, c'est de nous vendre leurs ressources naturelles à bas prix. On leur fait un prêt, mais en échange, on va installer une base militaire juste ici sur votre pays, où on va prendre cette plage-là, ce port-là, puis cet aéroport-là, puis c'est pas grave. Et en plus, l'argent qui est prêté, ben, ça en va pas vraiment aux gens du pays. Habituellement, ça s'en va dans des corporations qui sont contrôlées par les pays core dans les pays de périphérie pour exploiter les ressources naturelles ou pour tout ce qui est de l'équipement militaire. Et la dette, bien sûr, revient sur le peuple du pays de périphérie. Et cette dette-là doit être payée sur plusieurs dizaines d'années. Donc vraiment, je vous encourage à aller regarder la vidéo que je vais mettre en lien dans la description pour en apprendre plus sur les travaux d'Immanuel Wallerstein. Mais pour continuer, la deuxième façon de garder des pays pauvres, c'est de faire un peg avec le dollar US, comme par exemple on avait vu au Salvador, où est-ce que la devise d'un pays est adossée au dollar US. Donc on enlève toute la liberté d'un pays de faire d'évaluer sa devise pour faciliter les exportations ou non. Et encore une fois, ça rend le pays esclave des politiques monétaires des banques centrales américaines si le PEG est fait avec le dollar US ou avec les banques centrales européennes si le PEG est fait avec l'euro. Donc ça, c'est la deuxième façon de contrôler les pays. Et la troisième façon, c'est avec des sanctions économiques. Par exemple, comme on a vu au Venezuela, qui est le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde, pourquoi est-ce que leur devise est en hyperinflation et qu'il y a de la pauvreté énorme là-bas? Ben, c'est parce que, à un certain moment donné, les États-Unis ont fait des sanctions économiques contre le Venezuela. Ils ont empêché l'exportation de leur pétrole, ce qui a fait qu'il a rendu le Venezuela très pauvre parce qu'ils pouvaient plus vendre leurs ressources naturelles. Pourquoi les États-Unis ont fait ça? C'est parce que le Venezuela voulait nationaliser son pétrole et le vendre directement à d'autres pays pour sa propre devise, sans passer par le dollar US. Et comme d'habitude, les États-Unis n'ont pas aimé ça. On a vu la même chose lorsque certains dirigeants de pays au Moyen-Orient ont voulu utiliser l'or comme devise de base à la place du dollar US. Ces pays-là se sont fait bombarder, comme on a vu la Libye et d'autres pays que vous connaissez très bien. Et c'est comme ça qu'on maintient les pays de périphérie dépendants des pays core. Et ça fait en sorte que on a des pays très riches et des pays très pauvres, et c'est fait comme ça. Donc, tous les gens qui donnent de l'argent là, dans des causes humanitaires, ben assurez-vous que ça aille au bon endroit, parce que généralement, ça va pas dans les poches que vous voulez. Donc, c'est pour ça que la blockchain peut être utile dans tout ça, pour instaurer la transparence dans tout ça. Donc, maintenant, vous savez comment les pays core utilisent les trois méthodes pour contrôler les pays de périphérie. Donc, on a tout ce qui est de l'aide financière, l'aide militaire, l'aide par la nourriture. On a le PEG avec le dollar ou l'euro. Et troisièmement, les sanctions économiques. Donc en ce moment, lorsqu'on voit les États-Unis faire des grands dons en Ukraine, mais c'est pas vraiment des dons, c'est de l'aide financière sous forme de dette. Donc les États-Unis sont en train de se positionner en Ukraine, ça veut dire. Et là, on avait vu les États-Unis et l'Europe tenter de faire des sanctions contre la Russie. Et là, ça s'est retourné contre eux, comme on voit sur l'image ici, parce que la Russie a bloqué ses exportations de pétrole et de gaz naturel vers l'Europe, et là, ça va causer des problèmes majeurs en Europe cet hiver. Donc, mes cousins en Europe, j'espère que vous commencez à vous préparer pour l'hiver qui s'en vient. Parce que finalement, les pays européens, à place d'acheter directement leur pétrole de la Russie, mais la Russie vend leur pétrole à la Chine beaucoup plus cher, et la Chine revend beaucoup plus cher le pétrole aux Européens. Donc, les sanctions économiques sont venues bien défoncer les pays européens, et ça a eu un effet inverse. Pourquoi? Mais parce que la Russie, l'Inde, la Chine ont maintenant des traités économiques pour éviter de se faire contrôler par les pays occidentaux comme les États-Unis et l'Europe. Donc voilà, j'espère que ça a ouvert votre vision sur certaines choses. Dans la prochaine vidéo, ou une des prochaines vidéos, je vais vous parler des ICO, des nouveaux projets intéressants qui s'en viennent en crypto-monnaie. On va parler de choses le fun, parce que je pense qu'il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent. Et sur mon groupe Patreon, je vais vous dire exactement quel projet que j'achète en ICO, parce que je veux être prêt pour le prochain bull run et être déjà positionné dans certaines crypto-monnaies qui peuvent donner des rendements faramineux, comme des fois 10, des fois 20 et plus. Donc c'est pour ça que je vais commencer à acheter des projets en ICO maintenant. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.